Bonjour à tous, on est hyper content de vous retrouver. Bonjour Muriel. Bonjour Antoine. Bonjour Héloïse. Bonjour Antoine, bonjour Muriel. Bonjour Héloïse. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler des parents PN, quand il y a les deux, quand il y en a qu'un, quand il y a des parents qui sont PN. Comment gérer cette relation, qui est pas donc une relation de couple mais une relation de parents-enfants, et également qu'est-ce que ça présage pour le futur? Est-ce que du coup on va se retrouver nous-mêmes dans des schémas dans ce genre? Quelles lacunes ça peut nous laisser et comment on peut s'en sortir? Ce que je vous propose, c'est de commencer directement en parlant de qu'est-ce que c'est qu'avoir un parent PN? Quelles en sont les conséquences? Qu'est-ce qui se passe? Alors ça c'est déjà un vaste sujet, parce qu'effectivement on va parler de deux parents PN, mais déjà un parent PN, c'est en fait ce qui va être déjà le nœud du problème. C'est-à-dire que souvent quand il y a un parent PN, même si l'autre parent n'est pas forcément pervers narcissique lui-même, il a en tout cas au moins un profil peut-être de dépendant affectif ou en tout cas de complaisance par rapport au système PN que met en place le parent PN. Ou parfois un parent PN victime aussi, on peut avoir. Alors ça, on va l'avoir quand on va avoir effectivement le cas des deux parents PN. Mais déjà, quand il y en a un seul PN, l'autre, de toute façon, est partie prenante du système installé par le parent PN. Et le parent PN, c'est lui qui va en fait donner la tonalité du fonctionnement de la famille, du noyau familial. Même quand après, les parents éventuellement se séparent, c'est encore le parent PN qui, bien souvent, essaye de donner la tonalité parce qu'il est souvent dans une logique de contrôle. Donc déjà, quand on a un parent PN, en tant qu'enfant, ça ne peut pas être neutre. Et on sait que chaque enfant va avoir une sorte de mission, de rôle qui va lui être attribué. On avait déjà fait une vidéo sur comme ça les trois rôles principaux qu'on trouve chez les enfants. Il y a souvent ce qu'on appelle le golden fish, c'est-à-dire l'enfant qui va être vu par le PN comme étant son prolongement. Donc, il va avoir beaucoup de mal à s'individualiser et qui va rejouer les mêmes scènes dans une sorte de fusion, comme si c'était vraiment la suite du parent PN. Ensuite, il va y avoir souvent ce qu'on appelle le bouc émissaire. Alors celui-là, c'est celui qui va le plus souvent rejeter le système PN et du coup qui va être rejeté par le système PN. Donc lui, il va en général être affublé de toutes les caractéristiques négatives. Et c'est sur cet enfant-là que le parent pervers narcissique va jeter ses poubelles émotionnelles. Voilà, il va faire porter le chapeau de tout ce qui dysfonctionne. Et quand il y a un troisième enfant, souvent on a ce que j'appelle la Suisse. C'est un enfant qui est relativement épargné, je dirais que c'est la couverture idéale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la meilleure vitrine de la famille PN, parce que c'est celui par lequel on va avoir l'impression que tout fonctionne normalement. Sauf qu'en réalité, il va aussi lui arriver tout un tas de problématiques pour la suite. En particulier, il va avoir un peu du mal à être dans l'authenticité de ses émotions et de ses sentiments plus tard et dans la démonstration de ses sentiments et de ses émotions. Donc ça, c'est un peu les trois rôles qu'on va retrouver de toute façon dès qu'il y a un parent PN. Et juste ça, si on simplifie, ça veut dire qu'il y en a un qui est quand même le chouchou du PN, ou en tout cas qui reste dans la... aussi être le chouchou, mais avec investi différemment. C'est-à-dire qu'aux yeux des autres, il va être le chouchou, mais il va pas être le prolongement. Et la Suisse va pouvoir éventuellement à un moment, si jamais le bouc émissaire ou le chouchou, le golden fish ne joue plus vraiment bien leur rôle ou ne l'endosse plus, ou ne font plus partie de la famille, à ce moment-là, la Suisse peut peut-être basculer d'un côté ou de l'autre. Voilà, c'est exactement ce sur quoi je voulais revenir, ajouter. On peut avoir une situation avec les divisions que tu as énumérées initialement, avec un enfant préféré et des enfants qui sont en quelque sorte rejetés, mais on peut aussi avoir une évolution de la situation au fur et à mesure des années. Et j'ai régulièrement ça dans des situations juridiques, dans des dossiers qu'on a au tribunal, où un enfant qui n'aurait pas pu accepter de témoigner à l'encontre du parent PN, finalement, avec un travail psychologique la plupart du temps, comprend en fait son instrumentalisation, comprend le discours du parent PN qui a dit mais toute la famille était là pour faire une aliénation parentale sur toi. Il comprend en fait que ce discours est inapproprié et qu'en fait c'était juste de la manipulation, et il se réveille et il témoigne. Et c'est régulièrement la situation qu'on a dans des dossiers. Alors tu trouves que c'est surtout chez la Suisse ou chez l'enfant qui est le prolongement? C'est plutôt chez la Suisse, on est d'accord, où là tout d'un coup à un moment il y a un élément de prise de conscience. Exactement. Et voilà. Alors parfois d'ailleurs chez la Suisse, on va avoir une prise de conscience sur son frère ou sa sœur
qui Exactement. est le PN, le successeur du PN, mais qui aura plus de mal à avoir la prise de conscience sur le parent PN. Je sais pas si toi tu as les mêmes cas de figure, mais moi j'ai ça. Et ce que tu précises, si je peux me permettre d'ajouter, c'est que donc vraiment ça peut durer dans le temps. C'est-à-dire que on peut très bien avoir un enfant qui va évoluer, mais 15 ans ou 20 ans après. C'est pas du tout impossible. Il peut avoir subi des violences ou pas d'ailleurs pendant des années, avoir une période où il est devenu un peu plus suisse, comme tu dis, et après avoir une prise de conscience. Ok. Oui, bah comme finalement la victime du PN qui Exactement. pendant des années va trouver ça normal et puis un jour elle se rend compte qu'il y a peut-être quelque chose d'anormal et elle commence son chemin de... Ah ben oui, parce que quand on est enfant de PN, en fait, c'est la normalité quotidienne qui est vécue comme ça. Donc en fait, chacun a endossé son rôle et finalement reste dedans, y compris d'ailleurs l'enfant un peu bouc émissaire. C'est pas qu'il va se complaire dedans, mais c'est qu'en fait, il sait pas jouer de toute façon une autre partition. C'est-à-dire que il va... Alors, en même temps, c'est compliqué de sortir de ces systèmes-là. Ça prend du temps. Ça demande en général de s'émanciper, y compris financièrement et physiquement de sa famille d'origine. Mais il va avoir du mal, en fait, à aussi quitter son identité de victime et de bouc émissaire. Ça va continuer assez longtemps en général, ce statut-là. La seule manière, à mon sens, de quitter cette posture de victime, de bouc émissaire, c'est la rupture des liens totale par la suite. Et ce qui est très difficile à accepter, parce que quand on est enfant, on a un amour la plupart du temps inconditionnel pour ses parents. C'est également ce qu'on attend. Et donc, il faut casser cet idéal pendant des années, que ce soit par la voie juridique ou psychologique, les deux n'étant pas incompatibles, pour arriver à ne plus avoir cette image et s'extraire d'une relation toxique. Alors, la rupture des liens, le plus facile, effectivement, souvent, c'est de pratiquer ce qu'on appelle le zéro contact. Mais parfois, on peut être amené à avoir un contact pour plein de raisons ou d'autres. Mais c'est une rupture du lien en termes affectifs qu'il faut faire à l'intérieur de soi, plus que simplement j'arrête de répondre. Une forme de deuil, finalement. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire le deuil de la famille qu'on a cru avoir. Parce que même quand on est bouc émissaire, on garde une sorte d'idéal de la famille parce qu'en fait, elle est véhiculée par tous les autres membres. Donc, c'est très, très compliqué. Ça fait partie de l'enfumage mental. Donc, on continue à croire que, d'une certaine façon, c'est quand même la famille idéale. Puis, même si on se rend compte qu'elle n'est pas, ça reste notre seule famille. Donc, en plus. Et attention, on a aussi des situations où la famille a compris, mais malgré cette compréhension, on a quand même une difficulté à l'avouer parce que la violence est tellement conscientisée qu'on sait qu'on est aussi dans du pénal. Après, parfois, dans des situations comme ça, on a de l'inceste, on a des viols, on a des, on a des placements d'enfants qui arrivent de manière régulière. Donc, même si tout le monde a compris, tout le monde, d'abord, peut encore avoir peur du PN et il y a une forme aussi de culpabilisation de tout ce qui a pu se passer pendant des années pour arriver à ressouder la famille parce que les traumatismes sont tellement forts que, en fait, c'est encore dur de les dépasser. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, pendant tout un temps, il va y avoir une certaine prise de conscience éventuelle où là, ça va être un peu « je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu le jeu du poker menteur, quoi. On sait que ça manque, on est en train de se refiler le pouilleux quelque part, mais personne n'arrive encore à aller vraiment retourner la table, quoi. Ouais, c'est assez intéressant à voir. Est-ce que dans ces trois profils, parce qu'on dit souvent que les gens qui sont PN au sens large de tout ce que ça recouvre, c'est souvent qu'ils ont eu des parents justement qui l'étaient. Pas forcément toujours, mais en tout cas, on dit souvent que c'est lié, des problèmes dans l'enfance, etc. Est-ce que justement, sur ces trois profils, les trois peuvent devenir PN, le deviennent, on va dire, dans la même quantité, ou est-ce que certains de ces profils vont avoir tendance à plus reproduire les schémas que d'autres ? Alors, moi, ce que je vois le plus souvent, c'est le Golden Child qui devient PN. La plupart du temps. En fait, il est l'héritier, entre guillemets. D'ailleurs, il est choisi pour ça, il est conditionné pour ça depuis sa toute petite enfance. Il a probablement des prédispositions de tempérament pour endosser ce rôle. Et après, tant que ça roule, voilà. Par contre, le jour où éventuellement il va remettre en question ce rôle, à ce moment-là, le parent PN peut aller vers la Suisse et dire ah bah finalement maintenant ça va être toi. Oui, mais est-ce que par exemple le bouc émissaire va pas reproduire la même violence qu'il a reçue comme un enfant battu a tendance à battre ses propres enfants ou ce genre de choses? Le bouc émissaire, il va avoir tendance à épouser un conjoint pervers narcissique. Ah oui, ok. Comme ça, il va rejouer ce qu'il connaît, en fait, ce qui lui est familier. Ok. Voilà.
Et je tiens à préciser aussi vraiment sur cette alternance des rôles au cours de la vie des enfants. Je pense à plusieurs dossiers que j'ai eus où l'enfant préféré l'a été pendant des années au moment de la rupture et après, et où après on a par exemple on aboutit par la suite à même des placements d'enfants de ses enfants préférés. Pourquoi ? Parce que le parent PN se met à totalement le détester, non pas seulement parce que il y a un changement dans la compréhension de l'analyse par l'enfant victime, mais aussi parce que le parent PN n'est pas en mesure d'assurer l'image qu'il s'était initialement donné de parents parfaits, de parents dévoués, de parents qui comprennent la situation, de parents qui va ne pas couper les liens. Et donc ça, c'est très intéressant parce que on passe d'un enfant qui est un enfant, l'enfant préféré, à un enfant qui devient juste aussi un enfant équilibré. Et pendant longtemps, j'ai pensé que c'était pas possible. Mais ce que je vois plusieurs fois là dans les dossiers, c'est des prises de conscience qui sont vraiment très progressives, qui sont sur des années, et avec des enfants qui bénéficient d'un accompagnement psychologique avec des psys qui sont excellents, parce que sinon ça marche pas. Et du coup, en fait, ça me redonne de l'espoir. Maintenant, quand je vois des enfants, surtout des parents qui viennent en me disant, voilà, mon enfant, je peux plus lui parler, il me hait. Je vais pas forcément leur parler d'aliénation parentale comme ils peuvent parfois le faire, parce que je pense que c'est pas de ma compétence dans tous les cas, et que de toute façon c'est pas reconnu par les juridictions, en tout cas en France, ou très rarement. Je vais plutôt les orienter vers des très bons psys, et je vois plein de dossiers où en fait le message que j'ai envie de dire, c'est pas parce que vous avez des enfants qui sont victimes aujourd'hui du parent pervers narcissique qu'ils le seront à vie. Il faut être patient, il faut garder ses bras ouverts, il faut les accompagner le plus possible, et surtout ne pas détruire l'image du parent PN, parce que l'esprit critique doit venir d'eux et non pas de l'analyse que le parent sain, en tout cas le modèle, pourra donner par la suite. Oui, de toute façon, quand on critique quelqu'un ouvertement, généralement les gens ont tendance à se méfier de nous et pas de la personne qu'on critique, parce que ils se disent s'il critique dans le dos finalement d'autres gens, c'est peut-être lui qui a un problème, ce genre de choses. Et puis c'est surtout qu'indirectement on détruit l'image de l'autre parent, parce qu'il y a une identification encore très forte entre l'enfant et l'autre parent. Moi, ce que j'ai vu quelques fois, je sais pas justement ce que vous en pensez, c'est l'enfant chouchou, donc qui pourrait être Golden Fish. C'est toujours le dernier, c'est le nouveau-né. Alors moi, ça peut être. Alors, je dirais que la Suisse et le Golden Child peuvent être souvent le 1 et le 3. Non, mais c'est plus. Il y a un enfant qui est, je sais pas quoi. Il y a un nouveau-né. Hop, celui d'au-dessus passe dans une nouvelle catégorie et le nouveau-né devient un nouveau rôle. Si le premier, du coup, a failli, entre guillemets, à être le parfait successeur, en fait. Ouais, c'est ça. C'est surtout ça. À ce moment-là, il est détrôné au profit du suivant. Mais si le premier, il joue parfaitement son rôle de successeur, en fait, il n'y a pas besoin de le détrôner. Ok. Voilà. Et un autre élément, on les catégorise tout le temps, les enfants, mais j'ai aussi des dossiers, en fait, où ça ne se catégorise pas, et on a des enfants qui comprennent absolument tout et qui remettent leurs parents PN en place avec une limpidité, sans recevoir les traumatismes du parent qui a été victime. Cela, moi, je ne les reçois pas. Bah oui, tu les reçois pas. Ou peut-être que... Oui, c'est ça. Après, il y a des biais moi, de... je ne les reçois pas. Je reçois les autres. Ouais. Mais tout à l'heure, tu as fait plein de commentaires qui sont super intéressants. Je sais. En réalité, à un moment... c'est vrai. Quand on disait tout à l'heure, il y a toute une partie, toute une phase où on commence à démasquer un peu le système, mais ça prend un certain temps avant de le révéler. C'est-à-dire qu'en fait, la poussière, elle s'est tellement accumulée sous le tapis, et il y a tellement eu de mensonges, de masquage de certaines situations. Les trucs sont devenus tellement énormes que souvent, c'est compliqué de retourner la table et de vraiment mettre tout ça au grand jour. Ça va demander un énorme effort. Ouais. Et je voudrais revenir sur le fait qu'à un moment, les rôles puissent changer. Il y a 2 raisons, entre autres, à ça. C'est que de toute façon, les relations avec un pervers narcissique sont des relations cycliques. Tout à fait. Et même avec les enfants dans leurs différentes fonctions, il y a des cycles aussi qui peuvent infléchir la dynamique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. C'est que même dans les relations avec les enfants, il y a une dimension cyclique qui va un peu brouiller les cartes à certains moments. Ouais, tout à fait. Très intéressant. Et donc, quand les 2 parents sont pervers narcissiques,
peut-être avant ça, plutôt, quel est le rôle de l'autre parent? Quand il y a un seul parent pervers narcissique, quel est le rôle de l'autre parent? Comment il se comporte? Qu'est-ce qu'il fait vis-à-vis des enfants, etc. En fait, comment il compense? Pour moi, il doit juste leur permettre d'exister en tant que personne, puisque justement, les besoins des enfants seront bafoués avec le parent pervers narcissique. Déjà, de les faire exister en tant que personne, de les recentrer sur leurs émotions, leurs besoins, le fait qu'ils aient raison de penser comme ça, de leur apprendre, bien sûr, sans les nommer, toutes les méthodes de manipulation, et de leur faire comprendre que ce qu'ils ressentent, c'est OK, qu'ils n'ont pas à porter un jugement sur ce qu'ils ressentent et avoir la certitude de ce qu'ils voient. Si j'ai la certitude que tes bottes, elles sont noires. Tu vas pas pouvoir me faire croire qu'elles sont rouges potentiellement, alors que c'est ce que va faire le parent PN avec un enfant, avec l'enfant. Et puis l'autre chose sur lesquelles il faut être très attentif, c'est toute la question, de la manipulation, de la manière de penser de l'enfant. C'est-à-dire qu'un exemple, par exemple concret, ça va être le parent qui va dire à son enfant, en fait, t'as 2 ans, maintenant, t'as plus le droit d'avoir la lumière dans ta chambre. Maintenant, t'es un grand garçon, t'es une grande fille, il faut que tu arrêtes. Un enfant à 2 ans, il a peur de pas avoir la lumière dans sa chambre, il a peur de pas avoir la lumière, la porte ouverte. Et donc, ce qu'il faut faire en pratique, c'est dire à l'enfant, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Qu'est-ce que t'as ressenti? Est-ce que tu penses que c'est normal? Est-ce que c'est OK, d'avoir un tel comportement? Pourquoi, d'après toi, tes besoins sont pas respectés, ils sont pas écoutés? Et donc, en fait, de donner la possibilité à l'enfant de s'écouter, de se faire confiance, pour ensuite qu'il développe son esprit critique et puis surtout, la plus belle chose qu'on puisse offrir à un enfant à ce moment-là, je le répète, c'est d'être une personne à part entière, ce qu'il ne sera pas. Alors, tu t'expliques super bien toute la dynamique. C'est drôle parce que tu pourrais venir travailler avec moi, en fait. Parce que c'est comme ça que j'accompagne justement les parents. La première chose, c'est restaurer l'esprit critique de l'enfant. Ça va être vraiment la clé. Parce que effectivement, quand il y a un parent PN, l'autre parent, la plupart du temps, fait partie du système. C'est vraiment un système qui est mis en place. Et parfois même la voix de son maître, entre guillemets, donc la voix du PN. Y compris parfois quand le PN est décédé, le parent qui était sous emprise continue à sortir exactement les mêmes phrases, comme si le parent PN était toujours là en ventriloque, en train de faire bouger la mâchoire de la marionnette du parent survivant. C'est hallucinant. Donc finalement, le parent survivant, entre guillemets, peut avoir un comportement de manipulateur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une systémique complète. C'est-à-dire que c'est une dynamique familiale qui a été instaurée comme ça. La tonalité est donnée par le PN et les autres sont simplement des acteurs du système mis en place par le PN. Donc ça, voilà. Et tout à l'heure, pour revenir sur l'histoire aussi du changement des rôles des enfants, parce que ça, c'est vraiment important. Quand on voit un changement de comportement du PN par rapport à un enfant, il faut bien comprendre que c'est pas qu'il lui retire son amour, parce que ça n'a rien à voir avec de l'amour. C'est simplement qu'il lui assigne une autre mission, un autre rôle. Ouais. Et ça, il retire son attention de cet enfant, pas son amour. Voilà, et son investissement, le type d'investissement qu'il avait mis dans cet enfant. Mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il retire son amour, parce qu'on peut être des fois surpris de dire mais c'est pas possible. Et en réalité, c'est parce qu'on n'a pas compris que ce qui était en jeu, c'était pas de l'amour, c'est un investissement utilitariste de l'enfant. Exactement. Et là, l'une des justifications qui peut être donnée par le parent PN qui va rejeter son enfant qui était initialement son enfant préféré, ça peut être tu comprends, maintenant j'ai besoin de temps pour moi, tu m'as bouffé toute mon énergie pendant des années, je suis fatiguée, tu dois comprendre que ta maman ou ton papa a aussi besoin d'avoir sa vie, que toi tu dois apprendre à te responsabiliser et à ne pas penser que je suis à ta disposition 24 heures sur 24. Et ça, c'est le discours classique. Et donc après, je pense à des dossiers en particulier sans les citer, mais en fait, on a des échanges de mails entre le parent PN et le parent qui va rejeter l'enfant qui initialement était son enfant préféré. Des échanges de mails qui sont tellement brillants en termes de manipulation, c'est inimaginable de se dire qu'il y a des personnes, des enfants, alors à la limite je le comprends, mais tout un entourage qui parfois n'est pas capable d'analyser ces messages, alors que c'est de la victimisation, c'est de la culpabilisation, c'est vraiment le contrôle, l'emprise, mais dans toute sa splendeur.
Et sur des pages en général, parce que il faut bien donner l'impression à l'enfant que toute son attention a été encore donnée pour l'envoi de ses discussions et de ses lettres, et que la culpabilisation est ainsi plus forte. Mais clairement, c'est des enfants qui sont atteints d'une manière tellement forte que voilà, c'est très triste. Oui, il y a même parfois une inversion des rôles. Et là, on va en arriver justement aux 2 parents PN. Exactement. On va trouver ça souvent, c'est ce qu'on appelle le pervers narcissique vulnérable. Celui qui se place en victime. Et alors, quand il y a 2 parents pervers narcissiques vulnérables, c'est un cocktail détonnant pour les enfants, puisqu'en réalité, les enfants, en fait, n'ont même plus leur place d'enfant. Il y a une sorte d'inversion des rôles. Et là, on est dans le triangle de Karpman, puisque déjà la dynamique entre les 2 parents, c'est vraiment un concours de qui va être le plus victime. Ça va être des complaintes permanentes. Et du coup, les enfants vont endosser un rôle de sauveur vis-à-vis de leurs parents. Alors, quand il y a les 2 parents pervers narcissiques vulnérables, les enfants, ils en ont une grosse charge sur les épaules. Ça ressemble à quoi un parent pervers narcissique vulnérable? Qu'est-ce que tu entends par là? C'est quelqu'un qui ramène tout à lui, mais dans le sens de catastrophisme. Il faut qu'il soit plein, en fait. Oui. Il faut qu'il se fasse plaindre. Par exemple, c'en est un, il va rendre visite à sa grand-mère qui a 95 ans, et la grand-mère dit « Oh, aujourd'hui, je suis un peu fatiguée. »« Ah ben, moi aussi !» Et là, on se dit « Mais ça n'a aucun rapport, en fait. Comment est-ce que quelqu'un de 35 ans peut se comparer à la fatigue de sa grand-mère de 95 ans? Ça n'a aucun sens, en fait. Ils vont pas supporter, en fait, que on puisse donner l'attention puisse être portée sur un autre. Tout doit toujours être ramené à eux. Okay. Sous forme de plainte. Sous forme de plainte. Ok. Il n'y a pas le côté un peu brillant du... Alors ça, on va le voir, c'est autre chose. non, mais c'est ça, c'est un autre type, quoi. Exactement. Et comme on l'a dit déjà à plusieurs reprises, là, après tu vas parler des PN grandioses, tu peux aussi avoir des PN qui est aussi avec un trait dominant de grandiose et des traits de victime, de PN victime, ou un trait dominant de PN victime avec des traits de grandiose. C'est tout à fait possible. Ouais. Oui, c'est des grandes catégories qu'on fait pour que ça soit compréhensible. Exactement. Après, ça reste des humains qui ont leur ça propre... reste juste des schémas. Voilà, c'est des schémas. Surtout que parfois, on peut être plus un type de PN dans sa vie privée et un peu une autre version de PN dans sa vie pro. Ouais. On peut être plus vulnérable, par exemple, dans sa vie privée et plus grandiose dans sa vie pro pour compenser. En réalité, d'ailleurs, c'est souvent assez difficile de repérer qu'en réalité, c'est un PN vulnérable qui fait preuve de grandiosité pour compenser sa vulnérabilité. Ouais. Mais que sa vulnérabilité, il la cloisonne dans sa vie perso plus que dans sa vie pro, parce que dans sa vie pro, ça lui réussirait beaucoup moins. Et si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, là, on est en train de parler de PN, de vulnérabilité, mais la vulnérabilité, faut bien vous dire que c'est quelque chose de joli aussi. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que les relations amoureuses, aujourd'hui, on est dans une société où la notion de contrôle, la notion d'image, c'est quelque chose de très important et où il est difficile d'accepter qu'on puisse avoir des failles et que par conséquent, il arrive qu'on ne veuille pas les montrer. Sauf que de ne pas montrer cette vulnérabilité, ça fait que ce sont 2 êtres qui entrent en contact sans avoir la possibilité de montrer qui ils sont vraiment. Donc attention, on est en train de parler de PN vulnérable, mais on ne dit pas que la vulnérabilité est quelque chose qui n'est pas bonne. Exactement. C'est juste qu'il faut la choisir. Et c'est aussi cette vulnérabilité qui peut les rendre attirants au premier regard, parce qu'on voit quelqu'un de sensible, qui se confie, etc. Tu vas pas établir de connexion émotionnelle avec quelqu'un qui va pas exposer sa vulnérabilité à un moment ou à un autre. Et c'est justement parce qu'on l'expose qu'on noue une relation en profondeur avec une connexion émotionnelle par la suite. Mais une vraie vulnérabilité, en fait, elle est assumée. Tout à fait. C'est ça le problème, c'est qu'en fait là, leur mécanisme de défense est là pour les protéger de leur propre vulnérabilité. Exactement. C'est bien le problème. Et alors un PN vulnérable, par exemple, on va le voir pleurer devant des films, mais en réalité, il ne pleure pas par empathie à ce qui arrive à l'autre. C'est une auto-empathie par rapport à s'il était lui dans cette situation-là. Qu'est-ce que ça lui ferait? Intéressant. Donc en fait, c'est très déstabilisant parce qu'on se dit c'est quelqu'un d'empathie qui pleure devant des films. Non, pas du tout. En fait, il pleure sur lui-même. Ouais. C'est terrible. C'est absolument terrible. Oui, il est le seul personnage au monde. Ah mais oui, parce qu'en fait, il est partout. Ouais. J'ai juste quelque chose à rajouter parce que tout à l'heure, on parlait des enfants et après, là, on va davantage se centrer sur la question des parents.
la question de l'audition des enfants quand on a un parent qui est PN. Ouais. En général, on pourrait penser que les enfants vont être capables de dire ce qu'ils ressentent, sauf que eux aussi, ils sont dans un état de confusion mentale. Ouais. D'accord ? Eux aussi, ils sont dans des conflits de loyauté quand il y a un parent victime. Donc, on ne demande pas à des enfants de témoigner au risque de renforcer le conflit de loyauté, tout au moins lorsqu'ils n'ont pas encore développé suffisamment de clarté dans l'analyse des comportements du parent PN. D'accord ? À quel moment on leur demande, à quel moment c'est une bonne chose dans une procédure de demander à ses enfants de témoigner quand il y a un PN? Déjà, on ne s'oppose pas à la demande de témoignage qui est formulée par la partie adverse quand l'enfant est en âge d'être discernant, donc de pouvoir s'exprimer, d'exprimer un avis sur le lieu où il souhaite vivre. Mais globalement, le bon moment pour demander une audition, c'est quand cela va aller dans nos intérêts, dans les intérêts du parent qui va demander la résidence. Après, on ne demande pas une audition quand on n'est pas totalement sûr du discours qui va être formulé par l'enfant, parce que d'un côté, effectivement, la liberté de l'enfant et la liberté de choix est indispensable, puisque c'est un individu comme un autre et cette liberté, on doit lui donner. Sauf que c'est aussi encore un être à protéger, puisqu'il n'a pas encore compris ce dont il est victime de l'autre parent. Donc en fait, on a cet équilibre à trouver entre, d'une part, le respect de la liberté de l'enfant et d'autre part, sa nécessaire protection en tant qu'individu plus faible, puisque justement, il est encore mineur, il n'a pas compris les clés d'analyse. Ok. Surtout que, et là-dessus je l'ai déjà vu, comme tu dis, la situation est très confuse parce que c'est le pervers narcissique qui va instaurer une confusion à dessein parce qu'il y a besoin, lui, de cette confusion pour pouvoir maintenir ce système. Ce qui fait que parfois, les enfants vont avoir l'impression que le PN qui a projeté toutes ses émotions négatives sur son conjoint et du coup, le conjoint est effondré, les enfants vont parfois croire que le parent sain, c'est le PN parce que l'autre est trop effondré. Donc, c'est vraiment très difficile. Il va falloir du temps pour que justement ils arrivent à s'extraire de ce cadre d'analyse qui a été imposé par le PN et qui est complètement faussé, avant de pouvoir vraiment retrouver leur esprit critique. Exactement. Et puis, ouais, vas-y. Surtout si tu te mets à la place de l'enfant qui a un parent PN, qu'est-ce qu'il subit ? Il subit des remarques du style « Mais tu comprends, mais qu'est-ce que je vais devenir si tu pars ? Mais ça veut dire que tu préfères papa ? Ça veut dire que tu préfères maman ? Et là, regarde, moi je n'avais personne dans ma vie parce que tu étais la personne la plus importante. Maintenant, je vais prendre quelqu'un dans ma vie, je vais retrouver des enfants, je vais retrouver une famille et puis tu seras plus la personne la plus importante. » Donc, il y a toutes les menaces, il y a tout ce jeu d'emprise qui est mis en place avec comme discours en quelque sorte indirect. Attention, si tu viens pas vivre chez moi ou au moins à 50-50, tu n'auras plus mon amour. C'est ça l'enjeu. Allez, va dire à un enfant, si je vais pas chez toi, si je témoigne et si je suis auditionnée en disant que je vais pas aller chez toi, je vais perdre mon amour. Mais c'est impossible. C'est pour ça que dans ces cas-là, l'audition ne doit pas avoir lieu. Raison pour laquelle le droit et la psychologie doivent être liés. Et sur ces questions quand même liées aux enfants, vu que c'est un biais assez fréquent que les parents jouent un petit peu sur la sensibilité de l'enfant, je pense même quand ils sont pas PN, bien sûr, souvent. Est-ce que le juge n'est pas quand même n'est quand même pas habitué à ça et n'arrive pas à déceler? Réponds, après je réponds. Comme ça, on va se déchaîner si tu veux. Allez, lâchez tout. Allez, je connais moins le sujet des juges, mais je pense qu'en fait, dans un système pervers, pour aller remettre les choses dans le vrai narratif, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué parce que justement tout le brouillard qui a été installé par le pervers narcissique fait qu'il y a une inversion de tout. Exactement. Et y compris même les victimes vont parfois s'être comportées au détriment de leurs valeurs et vont s'être mises elles-mêmes en situation d'infraction. Mais ça devient... Il y a une inversion la plupart du temps qui fait que pour y retrouver ces petits, ça demande quand même des qualités d'enquêteur. Qu'est-ce qui se passe pour les juges ? Peut-être, il y a deux possibilités. Soit il y a des juges qui sont fondamentalement pas compétents, non pas parce que c'est juste parce qu'ils peuvent pas, ils ont pas le temps, ils ont pas les personnes compétentes pour les soutenir, pour les analyser. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est qu'ils sont conscients également de leur incompétence et qu'ils se disent aussi que la justice, finalement, elle est là pour la paix sociale et que je vais avoir un accord et peu importe finalement, s'il est un peu dangereux, s'il est un peu toxique psychologiquement, on est aussi dans un phénomène de mode, donc on va être mi-figue, mi-raisin, on va couper la poire en deux, on va pas vraiment écouter les enfants parce que justement, on a ce doute envers la parole de l'enfant. Ce qui est bien aussi parce que effectivement, comme on n'a pas les ressources derrière pour analyser les choses, qu'est-ce qu'on fait ? Sauf que
Le vrai problème qui est posé par cette situation, c'est qu'on est dans une étape, on va dire, depuis 15-20 ans, où finalement, il y a, une distance de plus importante qui se crée entre le justiciable, justement, et le magistrat, et les juges. Pourquoi ? Parce que les justiciables comprennent que les magistrats, de manière assez fréquente et malgré les discours protection des violences conjugales, ils comprennent finalement que leur idéal de justice n'existe pas. Ils acceptent peu à peu la déception que les magistrats seront parfois pas compétents. Vous avez compris. Pas compétents pour ça. On parle pas de leurs compétences juridiques. Voilà, évidemment. c'est ça. Ils seront pas compétents pour déceler la complexité du système de violence. Et puis, donc en fait. Il faut accepter ça. Et puis surtout, faut pas oublier comment il est, le PN victime. Ou le parent victime en audience. Mais vous comprenez, moi, mon enfant, j'ai absolument tout donné pour mon enfant depuis la séparation. Et même avant, qu'est-ce qui se passe? Madame ou monsieur voulait s'accaparer l'enfant. Et puis quand il est parti, j'ai compris que c'était inacceptable, cette situation. Aujourd'hui, je vais au sport avec l'enfant. Aujourd'hui, je me bats pour un suivi psychologique. Mais la mère ou le père n'est jamais d'accord parce qu'il pose toujours des limites. Donc, tout votre discours de parents victimes sera exactement utilisé, sera repris par le parent pervers narcissique. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose à comprendre. Il va même dire, d'ailleurs, j'ai demandé à faire auditionner les enfants et l'autre a refusé. Exactement. Donc, comment voulez-vous que le juge il s'en sorte ? C'est le principe même de la perversion. De toute façon, c'est l'inversion. C'est l'inversion. Donc, bien sûr. C'est l'inversion. Donc oui, on tape sur les juges, mais oui aussi, j'ai pas trouvé mieux, en fait, ils n'ont pas trouvé mieux pour déceler les choses. Et pour le moment. Attends, je t'arrête aussi. Même pour nous, parfois, c'est pas toujours facile de faire la part des choses. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on se demande, alors ça nous demande beaucoup de dextérité. Parfois, on échange entre nous d'ailleurs sur des questionnements qu'on peut avoir sur des situations spécifiques. Parce que parfois, effectivement, l'inversion est telle, et les choses arrivent en général dans un état tellement brouillé et tellement aigu, que franchement, c'est pas toujours facile d'y retrouver ces petits. Ouais. Et puis regardez, moi je pense à des avocats que je ne citerai pas, bien entendu, avec des clients qui viennent me voir en me disant il y a un contexte de violence conjugale, je ne suis toujours pas partie du domicile conjugal, les enfants ne vont plus être scolarisés si je pars du domicile conjugal, j'ai une dépendance financière. Et qu'est-ce qu'ils proposent je suis victime de harcèlement moral, d'atteinte à la vie privée, la totale, le classique. Et qu'est-ce qu'ils vont ? Ils vont chez des avocats, qu'est-ce qu'ils leur disent les avocats ? Amiable. Non, alors l'amiable, c'est le grand classique, mais là, je pensais un petit peu mieux, parce que l'amiable, j'en parle souvent. Et si on faisait une action en contribution aux charges du mariage ? Ils ont rien compris. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que, t'imagines qu'on arrive à un système de violence conjugale qui est exacerbé, et on va te parler d'argent derrière. Alors oui, l'argent, c'est important, mais avant l'argent, il y a d'abord la vie, tout simplement. Bien sûr. La mise en sécurité, parce que des dossiers où les clients sont craignent littéralement pour leur vie, bien, il y en a beaucoup. D'accord ? Alors, peut-être pas beaucoup, c'est peut-être pas la majorité des dossiers, mais il y en a. Tu vois ? Donc, qu'on remette juste les choses dans leur contexte. Entre l'argent et la vie, moi, je choisis la vie. Parmi les inversions qu'on voit de temps en temps, ça peut aller jusqu'à des scénarios presque dignes de film. C'est-à-dire que ça va être, par exemple, une femme perverse narcissique qui va se taper contre un mur et qui va se faire accuser son conjoint. Voilà. Donc ça, c'est terrible. Et parce qu'en plus, un homme a beaucoup de mal dans ces cas-là à accepter qu'il va pouvoir être victime d'une telle stratégie. Et il va dire non, mais c'est bon, je vais pouvoir gérer jusqu'au bout et je reste pour les enfants. Et en réalité, à un moment, il va se retrouver accusé, garde à vue, parce que la femme aura choisi de faire œuvre de sa perversion jusqu'au bout. Moi, j'ai lu des décisions dans lesquelles il y avait une femme, vous allez jamais en croire parce que je pense qu'on peut pas le croire. Elle devait faire à manger dans le jardin, faire son feu toute seule dans le jardin alors qu'ils avaient une maison. Ah bah oui. C'est fou quand même. Faire le feu dans le jardin ? Pour cuire sa nourriture dans le jardin. Elle n'avait pas le droit de manger avec le reste de la famille. Et d'ailleurs, le système d'exclusion des repas, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Mais c'est plus fréquent avec les enfants. Mais il y a très souvent un enfant exclu de la table familiale. J'en ai plusieurs mais exclu de manière... Ils n'ont pas le droit de manger à table. Permanente ? Oui, alors en revanche, ils ont le droit de venir ranger après. Ça, ils ont le droit, en revanche. Mais, de manière permanente, il y a un enfant qui ne mange pas à table ? Tout à fait. Ou cyclique, ça dépend. Fréquent, quoi. Oui.
Oui, bah non, t'as pas été sage. Là, C'est t'es ça. rentré trop tard. T'as pas accepté de dire des méchantes choses sur ta mère ou sur ton père. Donc en tu fait, n'es pas le bon enfant en fait. Tu n'es pas la bonne personne. Exactement. Donc en fait, tu vas être sanctionné. Et d'ailleurs, tu iras écrire des lignes en plus. Ouais. Parce qu'en fait, je pense qu'écrire 300 pages de mots avec « je suis un mauvais garçon » ou « je suis une mauvaise fille », c'est très utile. C'est ironique, hein, je tiens à préciser. Hein, d'accord. Pas ça. Le temps des repas est un élément assez important dans les familles avec un père. Parce que dans la vie, c'est important. C'est le moment où on partage, C'est un on moment échange. de convivialité, exactement. Et là, en fait, c'est un moment d'exclusion et de punition. Exactement. Voilà. Et d'humiliation. Parce Ouais. que de ne même pas être accepté à la table, qu'est-ce qu'il a le plus humiliant? Ah ouais, c'est clair. D'accord. C'est ça pour met les en plus chiens, une quoi. hiérarchie dans la fratrie. Il vient prendre les miettes. Ça veut dire que le reste de la fratrie et l'autre parent acceptent. Ok. Moi, j'ai même eu des décisions dans lesquelles l'enfant qui était victime du parent PN était... Il y avait un face caméra à chaque retour. Tu les as eu toi aussi, des comme ça? Non, mais oui. Face caméra à chaque retour du week-end ou des vacances chez l'autre parent. Donc l'enfant était filmé dans le noir, quoi, avec les lumières projetées sur lui. Il devait raconter. Pour raconter exactement tout ce qui s'est passé. C'est ça. Système de En mode délation. interrogatoire, quoi. Ouais, système de torture, quasiment. C'est ça. J'ai vu les images, mais tu peux même pas imaginer à quel point c'est choquant. Ah, Et je tiens à préciser que c'est des dossiers dans lesquels les magistrats font un statu quo. Et des dossiers dans lesquels on se dit qu'il n'y a aucun espoir. On dit les choses aux magistrats, on les prévient, on leur dit dans 2 ans, dans 3 ans, voilà ce qui va se passer. Il va y avoir un suicide, il va y avoir un harcèlement, il va y avoir des scarifications, il va y avoir des viols, il va y avoir des mises en danger de l'enfant. À ce moment-là, les magistrats nous disent « Bon, vous déconnez, vous allez un peu trop loin dans vos mots. » Ouais, bien sûr. Et ben voilà, à chaque fois, je l'ai. Hein. Ouais. Et à chaque fois, on nous croit pas. Moi, ma grande question que je pose à mes clients quand ils n'osent pas partir, c'est mais jusqu'où faut-il que vous alliez? Qu'est-ce qu'il va falloir attendre qu'il se passe de très grave pour que là, vous décidiez de partir? Ouais. Moi, Généralement, c'est très loin, parce qu'on l'a vu avec les témoignages, justement. Très, très loin. Les éléments, parce qu'il y en a eu plusieurs dans les témoignages qui ont dit, à partir de là, c'était ça. C'était toujours très loin. C'était jamais un élément normal. C'était toujours à partir du moment où il m'a poignardé. Exactement. Oui, j'ai décidé de partir. Ah oui, ok. C'est ça. Oui, non, mais c'est ça. C'est fou, quoi. Moi, la question que je pose souvent, c'est mais dans 5 ans, est-ce que vous vous voyez encore avec elle ou avec lui? Et la plupart du temps, la réponse, c'est non. Et ça, c'est une prise de conscience qui est importante parce que la réponse à ce moment-là ne vient pas de l'avocat ou du professionnel de santé, mais et donc c'est beaucoup plus puissant que de dire voilà ce qu'il faut faire, puisque le vrai problème, c'est que les victimes, elles sont pas en mesure de tout écouter, qu'il faut y aller avec des pincettes pour les accompagner. Moi, je leur dis, la coquille, elle doit être cassée de l'intérieur de l'œuf et pas de l'extérieur. Ouais, donc c'est exactement ça. Ouais. Alors, on revient à nos 2 PN vulnérables, parce que alors, les couples de PN, c'est assez rare parce que souvent ils trouvent pas leur compte. Ça ne peut fonctionner que si l'un arrive à nourrir l'autre et l'autre arrive à nourrir l'un. Donc en fait, c'est des alchimies assez délicates parce que souvent, il y en a un qui va vouloir tirer la couverture à lui. Donc quand il y a les 2 PN vulnérables, il y a un moment où ça devient vraiment un peu glauque parce qu'en fait chacun se plaint, ça devient dramatique. Et puis en fait ils sont à toujours vouloir être plus victimes l'un que l'autre. Donc à un moment il y en a un qui veut remporter la palme, voilà. Mais c'est quand même une course vers le bas, celui qui descend le plus bas a gagné. Non, mais c'est dramatique. C'est dramatique. Moi je suis plus fatiguée que toi. Exactement. Alors je suis fatiguée. Moi aussi. Moi en plus. Non, mais nous on en rigole. Allez, on en rigole. Mais il faut imaginer les enfants là-dedans. Ouais. Imaginez les enfants là-dedans, en fait, ils sont avec des parents qui ne tiennent pas du tout leur rôle de parents, en fait, qui sont des 2 gamins de 5 ans qui font des caprices en disant c'est moi qui devrais avoir plus parce que tu comprends, je devrais avoir plus de dessert parce que j'ai pas aimé le plat, quoi. Enfin, c'est dramatique, quoi. C'est dramatique. Et alors le problème, c'est que ce sont des personnes assez insécures et du coup, ils vont avoir tendance à rester ensemble. Parce qu'ils ont peur d'être seuls ou de pas retrouver. Donc, c'est le pervers timide, quoi. Donc c'est des couples qui, quand même, quelque part, vont durer. Ouais. Ok. Mais ils durent jusqu'à la prise de conscience. Parce que s'il y en a un qui est capable de prendre conscience, dans ces cas-là, le départ est davantage possible. La prise de conscience en 2 PN, il n'y en aura pas. Non, ils trouveront éventuellement peut-être quelqu'un qui les plaindra plus. Il n'y aura pas de prise de conscience. Ah oui, il y aura pas. Non, parce qu'en plus, le trouble de la perversion narcissique, il augmente au fil de la vie. Puisque chaque moment va devoir venir justifier et masquer les moments de faiblesse ou des mensonges précédents. Donc en fait, ça devient comme une sorte d'avalanche, ça devient un truc qui devient ingérable. Donc non, il n'y aura même pas de prise de conscience. Peut-être que simplement, à un moment, il y en a un des 2 qui se trouvera plus assez nourri et qui trouvera quelqu'un qui va le plaindre mieux. D'accord. Et donc quand les 2 parents sont PN vulnérables,
comment il se positionne, l'enfant? Comment il sort de ça? Ils sont généralement sauveurs. Hein. Ils essaient souvent d'être sauveurs, de réparer. Ils deviennent... il y a une parentification des enfants. Ouais. Hein, ils deviennent responsables de, par exemple, de la santé aussi. Ça va être des parents qui vont s'inventer des maladies tout le temps, qui vont être chez le médecin tout le temps, qui vont être alités tout le temps, et c'est les gamins qui vont préparer les repas, apporter à manger aux parents régulièrement. Enfin voilà. Du coup, comment il fait l'enfant pour se sortir de ça? Sauf qu'il peut, quoi. Sauf qu'il peut, mais bon, partir, ça suffit pas forcément pour comprendre, en fait. En fait, petit, ça va être... faut espérer qu'ils puissent nourrir une vie intérieure suffisamment riche, faut espérer qu'ils aient des éléments de résilience en dehors de la cellule familiale resserrée. Ça peut être un grand-parent, ça peut être un prof, ça peut être un cousin, ça peut être... Voilà. Et ils peuvent aussi découvrir des choses quand ils vont chez des copains. Tiens, là-bas, c'est marrant, c'est pas pareil. À la base, ça se passe comme ça. Ouais. Et du coup, alors, ils vont pas forcément comprendre que chez eux, c'est dysfonctionnel parce que c'est trop dur d'admettre que c'est dysfonctionnel. Mais par contre, ils vont se dire, là-bas, c'est quand même vachement sympa, j'irai bien plus souvent. Ouais. Ah oui, ouais. Petite bouffée d'oxygène, quoi. Donc, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est d'abord une prise de conscience par ce qui se passe chez les autres qui peut ensuite amener à une réflexion intérieure. Ouais, une vague réflexion intérieure, parce que remettre en question tout un système familial qu'on a toujours connu et qui est sa normalité, ça demande beaucoup, hein. Et alors pour les gens qui vont nous regarder, ou j'imagine s'ils sont là, c'est qu'ils peuvent imaginer qu'ils ont un parent qui est potentiellement PN. Quelles sont les clés que vous voulez leur donner? Comment ils peuvent avancer aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, etc. 1, partir. 2, accepter qu'ils vont faire des erreurs et que la prise de conscience se fera de manière progressive. Et 3, accepter le comportement de leurs parents qu'ils ne changeront pas et se donner, eux, la possibilité de pas être comme eux en travaillant sur le corps, en travaillant sur les besoins, en travaillant avec de la psychothérapie et pas non plus, après, avoir ce modèle, à mon sens, de couple dysfonctionnel et retravailler ce modèle de couple pour avoir la chance d'avoir une vie amoureuse saine. Mais justement, est-ce que donc les enfants qui ont eu un parent PN, est-ce qu'ils ont de fortes chances d'aller avec justement un PN? Comment ça se passe là-dessus? Moi, je pense que oui. Oui, parce qu'en plus, ils vont essayer de fuir le système précédent et de trouver une sorte de réparation dans un nouveau système. Ouais. Et le problème, c'est qu'en fait, ils vont la plupart du temps quand même foncer tête baissée dans un système équivalent. Mais parce que leur référentiel est biaisé. Mais oui. Et puis parce qu'ils vont chercher la réparation à l'extérieur d'eux au lieu de la construire d'abord à l'intérieur d'eux. Exactement. C'est pour ça qu'ils vont pas poser des limites et identifier suffisamment leurs besoins dans le choix du nouveau partenaire. Alors, ils peuvent ne pas tomber sur des PN, mais il y a peu de chances de toute façon que la relation soit saine et équilibrée parce qu'ils n'auront pas suffisamment travaillé sur eux. Et oui, c'est pas indispensable d'avoir fait une psychothérapie pour être bien en couple, dans le futur, mais quand on n'a jamais travaillé sur soi et qu'on a eu des problèmes dans une famille dysfonctionnelle, moi, je pense que c'est compliqué le couple par la suite. Mais après... C'est qu'il faut d'abord retravailler la relation à soi avant de pouvoir rentrer en relation avec autrui correctement, déjà. Dans une relation avec quand on a des parents famille, PN, exactement, quand avec on a des une famille violences, dysfonctionnelle, absolument. Et en plus, quand on a vécu dans une famille dysfonctionnelle, on a un seuil de tolérance qui est hyper haut. Ouais. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le premier PN qui va arriver, il va se dire... Oh, ça sent bon. C'est comme l'ogre, en fait, qui passe et qui sent le petit enfant. Ça sent bon la personne qui va accepter plein d'abus parce qu'elle a un seuil de tolérance qui est bien haut, quoi. Ouais. Donc, dans leur processus d'ailleurs, de est-ce que ça serait possible d'imaginer même une personne saine, mais qui tombe face à quelqu'un qui ne met jamais de limite, qui du coup naturellement va en abuser parce que elle saura jamais jusqu'à quel point elle peut aller? Ok, mais en fait, quand on a une personne saine, on n'a pas envie d'abuser des limites de l'autre. Tu te rends pas forcément compte que t'abuses. Bah si, justement, on est censé se rendre compte. En fait, quand on n'arrête pas de demander quelque chose à quelqu'un sous prétexte que l'autre il dit oui tout le temps et que de toute façon il accepte et qu'il a le sourire, bah il y a un moment le verre il se remplit et la victime qui sera pas capable d'exprimer ses besoins, elle va péter un plomb après. Oui, mais justement, si justement dans une relation saine il y a des victimes et au contraire il y a des discussions sur des limites, c'est bien que la limite elle est en permanence franchie. Et c'est comme ça qu'on trouve la limite.
Alors s'il y a des discussions sur les besoins et les limites, ça c'est bien. Oui, mais sauf que justement, si la victime ne met jamais de limites, bah il y a pas de discussion sur les limites, et donc du coup l'autre personne. J'ai compris ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est que compris. Quand quelqu'un propose de faire quelque chose ou qu'on lui demande de faire quelque chose et qu'il y a jamais de contradiction ou quoi, on peut avoir tendance, même en étant sain d'esprit, à abuser malgré nous, sans se rendre compte que pour l'autre en fait c'est une difficulté, que c'est dur ou que c'est. Eh ben pour moi, la situation peut durer comme ça longtemps jusqu'à une prise de conscience. Mais pour moi, la prise de conscience, elle interviendra à un moment ou à un autre. Et en général, quand il y en a un qui essaiera d'exposer ses limites et ses besoins, bah, ce sera pas forcément accepté parce que ça nécessitera de la part de l'autre un changement, justement. Sauf que ce sera pas forcément son moment de changer parce que ce sera une demande de changement qui est effectuée dans le cadre d'une pression, dans le cadre quasiment d'un ultimatum. Bah, en fait, maintenant, soit tu changes, soit je me casse. C'est à peu près ça. Ouais, ça peut être ça en tout cas. On trouve ça souvent quand il y a une personne dans le couple qui est dépendante affective, même si l'autre n'est pas PN, il peut y avoir tendance à ce que le dépendant affectif il ne fasse pas valoir ses besoins parce qu'en fait il vit ses besoins au travers de la satisfaction des besoins de l'autre. Donc là effectivement ça peut avancer, voilà. Mais dans ces cas-là c'est pas non plus une vraie relation saine, et en théorie une personne saine ne va pas entrer dans ce jeu-là. Elle va dire à un moment mais non, et toi de quoi t'as besoin? Ouais. Oui, bien sûr, mais par exemple, quand il y a un enfant, c'est très dur au début de savoir quelle va être la limite entre les deux. Et ça se fixe parce que justement, il y a des sortes de mini-confrontations de bah non, là j'ai plus envie, là j'ai envie, etc. Et si en face il y a rien, c'est dur de savoir quand s'arrêter, quoi. Ouais. Et peut-être que dans ces cas-là, l'un des rôles de la personne donc qui n'est pas PN, c'est d'interroger davantage, c'est de la guider. En disant, bah voilà, si toi tu t'affirmes jamais, ou si j'ai le sentiment que tu t'affirmes peu, bah j'ai l'impression que je contrôle tout. Peut-être que c'est pas ce dont j'ai envie. Peut-être que j'ai envie qu'il y ait un échange, un équilibre. Donc aujourd'hui, si une personne qui a 40-50 ans, qui est déjà partie de chez ses parents, voilà, mais elle a vécu ça dans toute sa jeunesse, et qui est, pour la plupart d'ailleurs, ils restent en relation avec leurs parents, qui parfois gardent leurs propres enfants en tant que grands-parents, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels conseils vous leur donneriez à ces personnes-là qui ont eu un parent ou deux parents pervers narcissiques et qui aujourd'hui ne savent pas comment se positionner vis-à-vis de ça? Ils voient qu'il y a un problème souvent, mais ça reste leurs parents, ils les aiment, ils continuent à les voir. Moi, je crois que s'ils ne font pas un contact très modifié, ils perpétuent le système, et en fait, ils sont dans la complaisance du système et ils exposent leurs enfants à subir de nouveau un système pervers. Et ça peut même aller jusqu'à de la mise en danger des petits-enfants par les grands-parents. C'est-à-dire qu'au contraire, je pense que les parents ont dans ces cas-là un devoir d'alerte. C'est-à-dire que s'ils ne coupent pas tout contact, il faut que ce soit un contact très modifié, ça s'appelle, et où justement ils exposent aussi à leurs enfants les qualités et limites de leurs grands-parents. Et en particulier, je pense qu'il y a parfois même un danger de vie, hein, parce que le parent PN, moi je dis PN un jour, PN toujours. C'est-à-dire que le parent PN, quand il devient grand-parent, il est grand-parent PN. Ok, donc ça notamment, tu penses que on peut pas avoir été un parent destructeur et un grand-parent aimant, ou enfin pas aimant du coup, mais absolument pas. En fait, c'est une structure de la personnalité. Donc en fait, cette personnalité, elle perdure, et même comme elle a augmenté dans la vie, au moment où ils deviennent grands-parents, c'est là qu'ils sont au maximum de leur catastrophe, quoi. Ok. Moi, sur les situations extrêmes, je serais plutôt d'accord avec Muriel de dire que la rupture doit être plutôt totale, mais je suis quand même pas pour une rupture totale des liens, parce que je considère que la famille, c'est quelque chose de très important, et que pour moi, il faut arriver à garder des liens sauf violence très très forte, à garder des liens mais très mesurés, en étant conscience que il y aura des pics, qu'il y aura des comportements inacceptables, et que c'est justement l'occasion pour moi d'apprendre aux enfants à développer leur esprit critique en disant est-ce que tu penses que l'attitude de papy ou de mamie c'est normal? Est-ce que tu penses qu'on se comporterait de cette manière-là nous dans notre famille? Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu ça? Et je pense que c'est au contraire l'occasion d'alerter l'enfant, mais n'allez jamais laisser votre enfant pendant une semaine là-bas. C'est ça. N'allez pas avoir confiance dans les parents. D'accord? Mais du coup, souvent c'est le cas. Je travaille
et je peux pas me payer une nounou ou ce genre de choses. Il y a la et donc il y a un peu la réalité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'être pragmatique? J'imagine qu'il y a plein de gens qui voient bien qu'il y a un problème avec leurs parents, mais ne sont peut-être pas d'ailleurs au stade de se dire c'est un PN ou pas. C'est juste ils voient qu'il y a quelques éléments dysfonctionnels. Ils sont un peu dans la galère, ou en tout cas ils n'ont pas suffisamment de ressources autour d'eux pour faire autrement que les laisser. Qu'est-ce que vous leur conseillez de manière pragmatique, c'est-à-dire qu'ils puissent vraiment appliquer et pas juste dans la théorie, oui, il faudrait couper les liens, etc. De manière pragmatique, poser les règles auprès du parent PN en disant non, tu penses que ça sert à rien. Même pas. Ils s'en fichent. Oui, ils s'en fichent complètement. Ils s'en fichent complètement. Moi, j'ai déjà vu des essais aussi, par exemple, de mettre une jeune fille au père dans ces cas-là chez les grands-parents PN avec la jeune fille au père. Elle a fait 3 jours. Ben oui, évidemment. Ouais. Voilà. Franchement, sincèrement, PN un jour. PN toujours, et le parent PN qui devient grand-parent, encore une fois, il est au maximum de son pouvoir de PN, parce qu'en fait, il a derrière lui toute sa vie de PN, jusqu'à ce qu'à un moment, il décline. Ouais. Là, à ce moment-là, effectivement, voilà. Donc, je comprends l'idée d'exposer ses enfants et que ce soit éducatif, mais attention à quel coût. Ouais, faut à voir, quel coût. Pour ça que ça et moi, en tout cas, les confier, 0. Oui, mais ça dépend un peu. On disait que le PN c'était un spectre. Il y en a des plus ou moins forts. Oui. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas trop fort T'as envie de jouer? Non, mais c'est une vraie question. Moi, je ne joue pas. Moi, je ne joue pas parce que je pourrais toujours me dire, et si ce jour-là, il profitait de cette nouvelle situation pour voir s'il pouvait passer un cran de plus dans son comportement pervers. Moi, je ne joue pas. Ouais, t'es catégorique là-dessus. Ok. Ouais, je comprends. Et si enfin, parce que du coup, j'imagine que s'il y a des gens qui entendent ça et qui prennent conscience de ça et qui vont se rendre compte qu'ils ont peut-être laissé leur enfant depuis 5 ans, 6 ans, 10 ans, comment on peut déconstruire ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je vais quand même citer des exemples parce que je n'en suis pas à ce point de vue catégorique par hasard. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà vu des cas de figure d'une grand-mère qui était censée surveiller ses petits-enfants, puis la maman arrive et en fait, le petit bébé est au fond de la piscine. J'ai vu aussi des mamans qui disaient à ses enfants écoute, si jamais ta tante te dit de traverser, tu vérifies. C'est-à-dire que ça peut aller jusque-là. C'est-à-dire qu'en fait, la tante, par exemple, elle pourrait être tentée de mettre en danger la vie de l'enfant. Moi, je n'ai pas envie de jouer à ça. Ça va être, des amendes qui vont être données à un enfant qui va être allergique en disant « Oh, oui, maman, j'ai oublié ». Exactement. Oui, mais ça peut être juste des trucs plus simples, du style des rabaissements, etc. Au quotidien. Oui, ça aussi. Mais donc, pour répondre à ma question, c'est... ça fait 5 ans que notre enfant est là-bas. On vient d'en prendre conscience. On a eu une révélation, etc. Est-ce qu'il faut réparer ce qu'on a fait? Parce que j'imagine que du coup, ça a laissé des traces sur l'enfant. Comment on fait? Oui, je crois qu'il faut être très honnête vis-à-vis de son enfant. En général, si il y a une prise de conscience, c'est qu'il y a eu un événement grave la plupart du temps qui s'est passé. Et on peut à ce moment-là dire, écoute, je me suis rendu compte là. Je ne m'en étais pas rendu compte avant parce que moi j'ai été élevée par cette personne et c'est quelque chose qui faisait partie de ma normalité et ça a été crescendo. Là, je me suis rendu compte que ça avait atteint un degré ou un stade qui faisait que tu n'es plus en sécurité chez tes grands-parents. Ça ne veut pas dire qu'on ne les verra plus, mais en tout cas tu ne les verras plus sans ma présence. Ça peut être ça, ouais. Et est-ce qu'on doit aller chercher ce qu'ils ont pu laisser comme trace sur les 5 dernières années? Est-ce qu'il faut, essayer de questionner pour dire, attends, est-ce qu'il y a eu des comportements? Est-ce que du coup, tu as des limites? Alors, ça va dépendre de plein de choses. C'est-à-dire que si par exemple l'enfant somatise de certaines choses, à ce moment-là, effectivement, d'aller enquêter. Ça peut être aussi quand même de travailler d'autres situations, de voir l'esprit critique de l'enfant, s'il est toujours opérationnel ou pas, ou si l'enfant a perdu son esprit critique. Et ça va être vraiment au cas par cas. Mais par exemple, il peut y avoir des cas d'inceste de grand paternel, par exemple. Sûr. Bah, oui. Donc, oui, mais justement, je parlais pas des cas extrêmes comme ça. Je parlais des gens où ils voient qu'il y a des problèmes. En fait, malheureusement, ça paraît être des cas extrêmes. Mais nous, dans les classes, moi, je suis aussi enseignante. On a 3 enfants par classe qui vivent de l'inceste. 3 enfants par classe? Oui. Pourquoi? Parce que c'est 10%? Oui. Ça, c'est 10%? Ouais. C'est fou. Donc, c'est pas des cas exceptionnels. Non, ça, je suis d'accord. Mais qu'on fasse attention mais ça, c'est pas lié forcément au PN. Pas forcément au PN, mais ça peut arriver. Donc, en tout cas, moi, je pense qu'en fait, il vaut mieux prendre des mesures de précaution. On se rend compte à un moment que le grand-parent, par un comportement
totalement inadapté a permis cette prise de conscience que là, c'est vraiment aller trop loin. Jusqu'où est-ce qu'on veut aller trop loin? Est-ce qu'on a envie de risquer que son propre enfant soit exposé simplement pour ne pas contrarier papy ou mamie? Et ça, c'est une vraie question parce que les gens pensent que ne pas voir leurs parents, enfin, voir leurs parents, c'est un devoir. Et qu'ils ont un engagement moral à vie d'aller les voir, de s'occuper. C'est normal, toute la pression de la société nous dit ça, toute notre éducation nous dit ça, on pense que c'est normal, mais ce qui est normal, c'est de vivre des relations saines et de couper les relations quand elles sont malsaines, que ce soit nos parents, notre frère, notre famille, ou notre conjoint. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut être 10 ans avec quelqu'un en couple, qu'on prend conscience ensuite des violences, et dans ces cas-là, on coupe la relation et ça s'arrête là. Et il n'y a pas de problème, et c'est ok, c'est la même chose avec son père ou avec sa mère, sauf qu'il y a quand même un travail supplémentaire à faire parce qu'il y a tous les liens affectifs qui existent depuis la naissance et surtout la remise en cause de toute une éducation qui peut être d'une violence inouïe. Et si justement pour la partie juridique, on dit je veux plus que tu vois tes grands-parents. My God. Et les grands-parents disent oui, mais on va saisir le juge, on a des droits en tant que grands-parents. Alors écoute, ça c'est des situations qu'on voit quand même très régulièrement au cabinet. Quand tu as un grand-parent qui veut voir son petit enfant, ses petits-enfants, le principe c'est quand même que la jurisprudence elle est plutôt en faveur du maintien de ces liens. Sauf que parfois, tu vois, ça fait des années que la coupure des liens elle est arrivée. Moi j'ai eu un dossier dans lequel ça faisait quand même 17 ans, tu te rends compte, 17 ans, que le grand-père n'avait pas vu sa fille et qui demandait des droits pour voir les petits-enfants 2 jours et demi par mois et 2 semaines, 3 semaines de vacances dans l'année. Donc, tu te rends compte que la volonté de maintenir l'emprise, elle arrive vis-à-vis des petits-enfants et la répétition du système et les futures procédures pour non-représentation d'enfants qui vont arriver. Pourquoi ? Parce que quand une mère a été victime de violences de la part de son père, il est bien entendu évident qu'elle ne va pas remettre son enfant. Sauf que qu'est-ce qui va se passer en justice ? Eh bien, il va faire le discours classique de « je suis un grand-père tellement triste ». Il pleurniche. Les magistrats vont dire « mais effectivement, il n'y a pas de condamnation pour les violences. » Alors, dans ces cas-là, nous, en tant qu'avocats, qu'est-ce qu'on fait ? On leur rappelle que 80% des violences sont classées sans suite et qu'il ne se passe rien. Et que c'est pas parce qu'il y a un classement sans suite ou une absence de plainte ou une absence même de condamnation pénale, malgré la correctionnalisation, qu'il n'y a pas eu de violences qui ont existé. Bien sûr. Donc, c'est extrêmement douloureux parce que moi, ce que je dis à mes clientes, donc surtout quand elles viennent me voir, on dit moi je viens de recevoir une assignation, mon père, ma mère veut avoir le droit de voir les petits enfants et je leur dis écoutez, on va se défendre, mais la situation est imprévisible. D'un point de vue juridique, quand même, la jurisprudence tend à prendre en compte non seulement l'âge de l'enfant pour la détermination des droits des grands-parents vis-à-vis des enfants, elle va prendre en compte les liens affectifs qui ont été noués entre le grand-parent et les petits enfants et elle va également apprécier l'existence d'un conflit familial qui, s'il est justifié ou non, pour rompre les liens entre les petits-enfants et les grands-parents. Mais c'est des situations qui sont très douloureuses, difficiles à examiner et incertaines en termes de résultats judiciaires. Est-ce que les grands-parents, c'est quoi le maximum qu'ils peuvent gagner ? C'est-à-dire que, est-ce qu'on pourra, dans tous les cas, imposer qu'ils ne les voient pas sans notre présence ou ce genre de choses, ou il y a des cas où le juge dit non, ils vont partir une semaine tout seuls chez ça arrive, mais dans ces cas-là, quand les grands-parents obtiennent beaucoup de droits, c'est qu'il y avait quand même des relations qui étaient fortes à la base entre les petits-enfants et les grands-parents. Donc oui, ça arrive, mais ça arrive que quand il y a suffisamment de preuves juridiques de l'existence de ces liens. Par exemple, j'en sais rien, les grands-parents qui sont très présents dans la vie de l'enfant pendant les 7-10 premières années, et puis après, il y a un conflit majeur en termes de succession et une rupture des liens. Et là, moi, je trouve ça OK qu'on ait les grands-parents qui arrivent et qui saisissent le tribunal pour voir leurs petits-enfants. En revanche, un grand-parent, un grand-père, une grand-mère qui va saisir le tribunal pour voir son petit-fils alors qu'il parle plus à sa fille depuis des années, c'est délirant. Ouais, bien sûr. D'accord ? Et je te parle pas de 1 an ou 2 ans, je te parle de 15 ou 20 ans avec des procédures et des dossiers qui sont hors normes. Mais moi, je dirais globalement, en tout cas, quand il y a un grand-parent PN identifié, soit il y a rupture du lien complet, soit il y a ce qu'on appelle un contact extrêmement modifié. Exactement, ça je suis d'accord. On ne peut pas être sincère, on peut pas montrer sa vulnérabilité, on peut pas l'intégrer dans son intimité comme on le ferait avec un grand-père, une grand-mère avec qui on aurait des relations saines. J'ai eu une prise de conscience d'ailleurs récemment. D'accord. C'est que raconte-nous. Ouais. Vous allez voir, c'est assez hallucinant. Vous êtes prêts ? Ouais. Il y a à peu près 20 000 personnes qui regardent nos vidéos chaque fois, Énorme. et on a que 8 000 abonnés.
Donc, qu'est-ce que vous faites? Abonnez-vous. Et vu qu'on sort tout le temps des vidéos, presque chaque semaine, activez la petite cloche, comme ça vous ne nous ratez pas et vous avez de nos nouvelles chaque semaine. Et puis partagez nos vidéos également, parce qu'en fait, c'est en faisant connaître la chaîne qu'on pourra diffuser ce message qui, pour certains, est même d'utilité publique. On nous le dit souvent. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je me permets d'employer le mot. Magnifique. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ces fameux PN parents? Il y a d'autres types de couples de PN, même si en général les PN ont du mal à se mettre en couple entre eux parce qu'il faut qu'ils puissent se nourrir l'un l'autre. Donc là aujourd'hui on a vu surtout un couple de PN vulnérables, mais il peut y avoir un vulnérable avec un grandiose ou deux grandioses entre eux. Et effectivement ça aura des répercussions un petit peu différentes sur les enfants. Mais bon, de toute façon ça aura des répercussions. Okay. Et moi j'ai juste une dernière question, éventuellement à couper. Est-ce que ton mec d'hier soir c'était un PN? Tu m'as gâché ma blague. C'était ça. J'attendais mon le verre. Moi, je vais le faire sur la TVA. Je vais dire, et tu penses quoi de la TVA? Je pense qu'il a été avec une PN, visiblement. Excellent. Ok. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On était hyper contents de t'avoir, Muriel, encore une fois. Merci. Et Héloïse. Merci. Et on se dit à bientôt. Au revoir. Bye bye, à bientôt. Ciao, ciao.